Bonjour à tous, donc Pierre Vital, président d'Oiseau. On est ravi de vous accueillir à la LMRA pour ce quatrième webinaire sur la présentation des chiffres troisième trimestre 2020 et plus particulièrement sur le secteur du Sud-Aquitaine. Pour cette dernière intervention, je serai accompagné de Robin Rivaton qui interviendra sur la deuxième partie de la conférence sur le thème donc des manières dont les ménages appréhendent leur logement suite à la crise sanitaire. Et donc effectivement, intervention qui sera suivie de questions-réponses. Donc n'hésitez pas dès à présent, si vous avez des questions, à les intégrer dans le fil qui est proposé par l'intermédiaire de Liverstorm. Donc on démarre tout de suite. L'Oiseau, donc l'Oiseau, c'est une association que je pense tous vous connaissez à peu près, créée en 2009, qui regroupe des professionnels, promoteurs, aménageurs, bailleurs sociaux, constructeurs de maisons, qui a vocation sur tout le territoire de la Nouvelle-Aquitaine d'analyser le marché du neuf et qui, du coup, intervient sur des conférences normalement en physique. Donc là, on est en dématérialisé, c'est la première fois. Voilà. Donc l'équipe est constituée, vous la connaissez tous, je pense, de Virginie Sicard, qui est notre directrice et qui est aussi votre interlocuteur pour tous les sujets de développement et les sujets administratifs. Donc elle est votre interlocuteur du quotidien. Et mon premier vice-président est François Cheminade, qui suit donc l'activité terrain à bâtir. Donc, on démarre tout de suite sur donc le bilan de l'activité troisième trimestre sur la promotion immobilière Sud-Aquitaine et Pays Basque. Donc, le premier point concerne les ventes. Donc, on constate un deuxième trimestre qui a été particulièrement en recul par rapport à l'année dernière et un troisième trimestre qui rebondit un tout petit peu, mais qui établit quand même une première partie de l'année avec les trois premiers trimestres représentant 790 ventes, soit une baisse de 30%. Donc, une activité qui a fortement réduite sur la période. Où est-ce que se trouvent réparties les ventes? On constate que les ventes sont recentrées sur le littoral et plus particulièrement sur trois communes, Ondres, Bayonne et Anglet. Forte représentation donc de la communauté d'agglo Pays Basque avec 62% des ventes qui ont été établies. On voit que donc sur Anglet et Ondres, c'est les deux principaux territoires sur la communauté d'agglo Pays Basque qui ont produit. On peut s'étonner sur Ondres, mais il se trouve qu'il y a effectivement une zone, une ZAC en cours, la ZAC des Trois Fontaines, qui est à l'origine effectivement de la présence d'une offre vraisemblablement au bon prix qui a mené du coup des ventes assez importantes dans ce territoire-là. Concernant les mises en vente, donc sur les mises en vente, on a une baisse continue depuis le quatrième trimestre 2019 sur les mises en vente avec un trimestre particulièrement défavorable avec seulement 219 lots mis en vente, 119 lots mis en vente, excusez-moi, ce qui représente sur les trois premiers trimestres de l'année 588 mises en vente, là où on était à 848 mises en vente. Donc, on a des mises en vente qui ont été plus impactées que les ventes, puisqu'on est à 31% de baisse des mises en vente. Alors, où est-ce qu'on a alimenté? Le territoire a été alimenté sur des territoires similaires, mais plutôt recentrés sur le littoral par rapport aux ventes, puisqu'on voit que là où on était à 62% des ventes sur la communauté d'agglo Pays Basque, on a 55% de mise en vente. Donc, il y a quand même une adéquation entre les secteurs qui y alimentent, mais les secteurs aussi où on fait les ventes, donc il y a une bonne concordance. On voit toujours cette zone d'ombre qui continue à produire du logement et qui est la zone qui a le plus représenté de mise en vente sur la période. Et concernant le stock disponible, avec ce qu'on vient de voir précédemment, c'est-à-dire une activité qui est en baisse, mais surtout des mises en vente qui sont encore plus flagrantes, on voit qu'effectivement, on a un vrai décrochage et on se retrouve à date avec 402 logements disponibles à la vente, soit 5 mois d'activité. Donc, on est sur un ressenti réel de pénurie. Il faut savoir qu'on estime qu'on est en pénurie quand on est à 12 mois de stock. Là, aujourd'hui, on est à moitié moins. Donc, on est sur une période qui est potentiellement inquiétante pour les futurs acquéreurs parce que l'offre disponible va potentiellement se revaloriser. Alors, où se trouve représentée l'offre? De la même façon, c'est les secteurs qui ont été alimentés précédemment qui ont de l'offre disponible. Donc, on retrouve principalement de l'offre sur le secteur littoral et sur le secteur du coup communauté Pays Basque avec 70% de représentation de l'offre sur le territoire. Donc, effectivement, on retrouve
une forte représentation et on verra après que ce sont par ailleurs les territoires les plus chers. Donc, on a un impact sur le prix, évidemment, qui ont tendance à augmenter. Alors, sur la répartition entre investisseurs et accédants à la propriété, c'est intéressant effectivement de constater que, contrairement à d'autres territoires, le territoire du Sud-Aquitaine a été très fortement impacté sur les ventes investisseurs au début de l'année et en particulier dans la période du confinement, puisque sur un territoire qui était plutôt autour de l'équilibre avec 45-50% de ventes à investisseurs, on voit qu'en tout début d'année, on est chuté à 28% et que là, on a un retour des investisseurs qui, du coup, représente à présent 50% sur le dernier trimestre. Donc, on a un rebond des investisseurs et ça sera intéressant de voir où est-ce qu'ils se positionnent sur le territoire. Alors, cette cartographie permet de positionner les territoires en fonction de la typologie d'acquéreurs. Quand on est sur les couleurs jaunes et en allant sur le jaune vif, on est sur des clients investisseurs. Et quand on est sur des territoires plutôt verts, on est sur l'accession à la propriété. Et ce qu'on constate, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait penser, les investisseurs ne cherchent pas prioritairement le littoral. Au contraire, c'est plutôt sur le littoral qu'on retrouve les accédants à la propriété. Très certainement des accédants à la propriété plutôt secondaux, voire donc de l'acquisition haut de gamme, puisqu'on est, vous voyez, sur la représentation des territoires comme Saint-Jean-de-Luz ou alors en remontant des territoires comme Osgore qui sont fortement représentés en accession à la propriété, alors que ce sont des territoires très chers. Et au contraire, on voit que les investisseurs se trouvent plutôt sur les franges, là où les prix d'appartements sont moins élevés. Et également, donc on le voit sur Ondres, territoire qui a alimenté sur la ZAC des Trois-Fontaines. Alors, si on regarde les prix maintenant, donc ça, c'est intéressant de constater que les prix sur les ventes, donc c'est la courbe en bleu, ne cessent d'augmenter. Donc, effectivement, si on remonte au premier trimestre 2018, on était en dessous des 3 800 € moyens sur le territoire Sud-Aquitaine, là où on est aujourd'hui passé à 4 300 €. Donc, on a une très forte hausse, même si effectivement, on a eu un petit pic de hausse en début d'année, on voit que la tendance, elle est vraiment haussière. Et on voit que l'offre à la vente, elle a quand même aussi tendance à augmenter. Et on est à date sur une représentation de l'offre qui est au niveau des ventes des derniers mois. Alors, cette cartographie un peu barbare, pour ceux qui la connaissent pas, représente deux éléments qui sont quand même différents mais très intéressants. Les fonds de carte représentent l'évolution des prix. Donc, quand on est sur des teintes qui tendent vers le rouge ou vers le orange foncé, ça veut dire qu'on est sur des territoires qui, en prix, ont fortement augmenté. Et quand on est sur des terrains bleus, on est plutôt sur de la stagnation des prix, voire sur une baisse des prix. Et donc, du coup, les prix indiqués sont, du coup, vous voyez, les cartographies montrent comment sont répartis les prix par gamme de prix, avec le moins cher qui sont les produits en bleu, qui sont donc les produits à moins de 3 500 €. Donc, probablement plus orientés sur l'accession, ou en tout cas sur des prix plus maîtrisés. Et au contraire, donc du violet qui représentent les prix très élevés. Ce qu'on constate et qu'on constate pas dans d'autres territoires, c'est qu'on a plusieurs endroits où les prix sont très élevés, donc qui dépassent les 7 000 €. Souvent, on a une centralité qui est forte avec un prix très élevé. C'est le cas à Bordeaux avec la ville de Bordeaux. C'est le cas sur la communauté de La Rochelle où on est sur une ville-centre, La Rochelle, qui est très chère. Là, on voit qu'on a une succession de 4 communes qui dépassent les 7 000 € du mètre carré, toutes littorales, mais qui sont du coup bien réparties sur le littoral et pas recentrées sur un territoire donné. Donc, ça va de Osgore, où on est à 7 400 € du mètre carré, en descendant jusqu'à Saint-Jean-de-Luz, où là, on est à 9 000 € du mètre carré. Donc, on a des prix extrêmement élevés. On voit que sur ces territoires-là, malgré les prix élevés, ils ont encore tendance à augmenter. Donc, on peut se poser la question aujourd'hui peut-être d'une absence d'offre ou d'une sous-offre qui entraîne potentiellement une inflation des prix. Et à côté de ça, on voit effectivement qu'on a des terrains secondaires, des territoires secondaires où là, les prix sont bas et ont tendance à stagner, voire à baisser. Donc, on a vraiment un territoire à deux niveaux, un secteur littoral très cher et qui reste très dynamique. Il y a peu de communes qui sont en stagnation ou en baisse de prix. Et on a un arrière-pays qui a tendance effectivement à être plutôt moins cher et plutôt orienté d'ailleurs investisseurs, donc ce qui est un peu étonnant. Alors, on peut se projeter sur une année qui va tourner autour de 1000 ventes dans l'année, donc une année qui est vraiment en repli, qui est sur l'ensemble du territoire. Ça pose, comme on l'a dit, la problématique d'un marché qui est en quasi-pénurie
donc une année 2021 qui devrait s'orienter vers potentiellement des prix en augmentation et un marché qui va s'appauvrir. Donc, effectivement, grosse vigilance à avoir sur le dernier trimestre et potentiellement sur le premier trimestre 2021 sur l'alimentation des lots. On va passer maintenant sur l'individuel aménagé, sur le sud des Landes. Donc là, on est sur un arrêt total des mises en vente. Donc là, c'est une particularité sur ce territoire-là, avec seulement 23 lots mis en vente, sur le premier semestre. Donc, on voit effectivement une forte baisse, alors que pour autant, les ventes sont en baisse, mais restent sur un niveau qui est comparable avec celui du premier trimestre. Donc là, on a une forte chute, comme on le voit ici. Et donc, mécaniquement, une offre à la vente qui baisse de façon importante. Alors, où sont réparties aujourd'hui l'activité des ventes? On voit qu'on a un territoire où Dax avait quasiment la totalité des ventes et donc de la représentation des ventes. Donc, on le voit bien ici avec la ville de Dax et des territoires limitrophes qui alimentaient donc pour entre 5 et 10%. Et quelques territoires périphériques qui sont des territoires du coup plus éloignés où la pression foncière est moins importante. Concernant l'offre disponible, on voit que l'offre à Dax représente encore 83%, donc forte représentativité de l'offre. Et on a effectivement une offre qui est plutôt disponible sur le côtier, sauf sur Souston, où effectivement on a une offre disponible qui est plus significative, on va dire, que sur le reste du territoire. Les prix et les surfaces, on voit qu'effectivement sur le niveau des prix, on a le niveau des surfaces, on a tendance à avoir une baisse continue. Donc là, c'est aujourd'hui c'est ce que vous voyez, c'est la courbe rouge. Donc baisse continue de l'offre qui passe aujourd'hui à 700 mètres carrés la parcelle. Donc ça reste quand même des surfaces de parcelles assez élevées et avec des prix qui sont du coup qui ont plutôt tendance à baisser. On voit qu'on a constaté 80 000 € prix de vente sur les parcelles sur la période précédente pour 75 000 € disponibles à la vente. Alors, sur le reste, les autres territoires observés dans la partie sud, on a la communauté de Pau, donc territoire qui n'est plus éligible au Pinel donc depuis l'année dernière. Et on voit qu'effectivement, on a une activité qui est en recul très nettement. On l'avait déjà constaté en début d'année. Et là, on voit qu'on est sur un très fort repli avec seulement 116 ventes sur les 9 premiers mois de l'année. Donc, ça fait 50% de moins par rapport à l'année dernière, avec une accélération des baisses sur uniquement les 2 derniers trimestres. Ce qu'on constate quand même, et ça c'est important, puisque du coup, n'ayant pas de dispositif Pinel, on peut s'inquiéter si l'offre se reconstitue, parce qu'effectivement, la dynamique n'est pas forcément présente. On voit qu'aujourd'hui, les opérateurs ne sont pas présents pour développer, et on n'a pas eu de mise en commercialisation ni au premier trimestre, ni au troisième trimestre, et avec seulement 24 lots en alimentation sur le deuxième trimestre. Ça représente 72% de baisse de vente sur les 9 premiers mois de l'année. Donc, quand on a dit ça, mécaniquement, on s'en doute, on voit que le stock diminue. Donc, le stock est en train de se rationaliser et on est en train donc de baisser les niveaux de stock avec 6 mois de stock théorique, mais à prendre avec des pincettes parce que le marché, effectivement, n'est pas très important. Et quand on constate les prix, on voit qu'on a un niveau de prix qui est plutôt stable et qui, du coup, correspond, on va dire, au prix constaté depuis maintenant 2 ans. Mais ce qu'on constate, c'est qu'on a une part, plutôt un niveau de prix sur la partie de l'offre disponible qui a l'air de s'envoler. Donc, il faut quand même modérer ce discours-là parce que la réalité, c'est que dans l'offre qui est disponible, on est en train de totalement la recentrer sur la ville de Pau. Il faut savoir que il y a 1 an, l'offre disponible, donc au premier trimestre 2019, l'offre disponible était à 60% sur la ville de Pau. Aujourd'hui, au moment où on parle, l'offre disponible sur le secteur de la communauté d'Agglo, elle est à 90% sur le secteur de la ville de Pau. Ça représente 56 logements dans l'offre disponible qui est sur la ville de Pau. Donc, l'explication principale, c'est que cette offre-là porte sur peu d'opérations qui sont pour certaines des opérations d'hypercentre urbain. Et donc, de ce fait, on est sur des niveaux de prix qui ont augmenté parce qu'on est sur de l'accession à la propriété, plutôt de la secondo-accession. Et on voit une dynamique qui, certes, n'est pas très importante sur ces ventes-là, mais il y a quand même une dynamique et quand même une demande. Donc, les ventes se réalisent, donc le marché est en train de s'assainir.
Si on regarde l'individuel groupé sur la communauté d'Aglo de Pau, on voit qu'on a une activité qui est inexistante en alimentation. Donc, ça fait maintenant depuis 2017 qu'on n'a pas eu d'alimentation de stock. Donc, on est sur un marché qui est très faible avec seulement 23 lots disponibles à la vente qui sont forcément plutôt sur une stabilité sur l'offre, hein, avec l'offre qui était disponible est la même que celle qu'on avait. Pas de vente sur le trimestre dernier, sur le trimestre le 2T 2019, pardon, et un niveau de prix qui a plutôt tendance à baisser. On était à 94 000 euros l'année dernière en termes de vente, et l'offre disponible est à 84 000 euros. Donc on a des surfaces qui augmentent et des prix qui baissent. Voilà, donc je vous remercie de votre attention sur donc ces deux territoires du Sud-Aquitaine du secteur de Pau. Et je vais maintenant passer la main à Robin pour qu'il puisse intervenir sur le thème de la façon dont on gère, on appréhende le logement avec la période de crise que nous connaissons. Merci. Et n'oubliez pas de poser vos questions. Bonjour à tous, merci Pierre, ravi d'être parmi vous pour parler de la façon dont le rapport au logement des ménages a été modifié ou bouleversé par la crise sanitaire que nous avons pu vivre et qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence en termes notamment de prix. On essaiera de regarder la question de l'offre, la question de la demande aussi. Et puis, en termes de demande de typologie de logement, de localisation de logement, bien évidemment, est-ce que ça peut avoir comme facteur de changement en France, mais aussi peut-être prendre quelques exemples étrangers, parce que de manière assez intéressante, on a des évolutions qui sont relativement similaires dans tous les pays qui ont vécu le confinement. Bon, si je repars depuis le début de l'année, la crise sanitaire et les périodes de confinement, dont je rappelle que finalement la France, même si le confinement a été plus strict que dans certains autres pays européens, comparé à d'autres États ou à d'autres pays, on a quand même pu largement retourner au travail au milieu de l'été. Juste pour donner quelques chiffres, hein, on estime qu'à Paris et dans les grandes métropoles régionales, le retour au travail sur les mois de juin à septembre a avoisiné 80 à 90% de gens qui pouvaient retourner au travail qui l'ont fait. Pour vous donner juste un chiffre de comparaison, à Manhattan, à New York, le retour au travail, le pic a été à 15%. Dans certaines régions comme San Francisco, les gens sont toujours confinés depuis le mois de mars, donc il n'y a pas eu de retour au travail effectif tel qu'on l'a connu nous pendant 4 mois dans l'année. Et donc, il y a des gens qui vivent cette réalité du télétravail de manière beaucoup plus intense que ce que nous avons pu vivre. Ce confinement et le télétravail ont laissé penser qu'on pouvait réaliser une vieille chimère, un vieux rêve de l'être humain qui était la délocalisation d'activité. Ce n'est pas une idée neuve. La délocalisation de l'activité, on en parlait au début de l'Internet. Je vous invite à regarder un extrait du JT, si je ne dis pas de bêtises, de 1991, qui met en avant les mérites de ce nouveau réseau et de cette nouvelle technologie à venir, Internet, et qui se conclut par un espoir que voilà, demain, tout le monde puisse travailler de là où il veut et que chacun soit libre de ses choix de localisation. Et donc, voilà, ce confinement, par la généralisation du télétravail qu'il a enclenché, généralisation quand même qu'il faut nuancer en la prononçant même. Hein. Les études statistiques ont montré qu'on pouvait estimer que entre 45 et entre 45 et 35% de la population était réellement éligible au télétravail. Après, il y a tout un ensemble d'emplois et de jobs qui sont postés et qui ont besoin d'être en relation avec un lieu spécifique, des machines, un certain nombre d'outils pour produire les services et les biens qu'on attend d'eux. Mais
En tout état de cause, le confinement a montré que cette perspective de télétravail était nécessairement plus accessible, plus abordable que jamais. Elle se double d'autres mouvements sous-jacents dans la société. Je pense par exemple au fait de la capacité à devenir un travailleur indépendant, freelance, avec l'explosion d'un certain nombre de plateformes de freelancing ou de travail indépendant qui aujourd'hui permettent plus facilement de toucher ses clients, plus facilement de se mettre à son compte, la multiplication des outils de gestion qui facilitent cela. Donc tout cela participe à la réalité ou à la possibilité d'imaginer qu'on puisse avoir une activité professionnelle éloignée des centres urbains où elle avait plutôt eu tendance à se concentrer. Et donc, il n'a pas fallu plus longtemps pour qu'on voit émerger sur les titres de presse et les journaux et les médias la possibilité d'avoir la mort des villes. Ça a été le titre, alors peut-être sensationnaliste, mais c'est le titre qui a été principalement utilisé dans des journaux, y compris des journaux de référence, pour dire que les villes étaient condamnées et qu'on allait avoir un retour en arrière. Retour en arrière, puisque en fait, ça fait maintenant, on va dire, 30 ans qu'on vit un phénomène de métropolisation extrêmement fort. Je fais une petite parenthèse pour définir la métropolisation. La métropolisation, de mon point de vue, c'est la concentration croissante dans des aires urbaines toujours plus réduites, à la fois des opportunités d'emploi et donc de la création de richesses, mais aussi des opportunités éducatives, d'un certain nombre d'accès à des services particuliers. Et donc, c'est l'ensemble de ces trois facteurs qui a conduit à la métropolisation. Et donc, voilà, c'est passé au mois d'avril jusqu'à très récemment. Beaucoup de gens ont tiré la sonnette d'alarme, ou en tout cas le signal, en disant la métropolisation va prendre fin. On va assister au renouveau, à la redécouverte d'un certain nombre de territoires et à la façon dont ça va affecter les choix de localisation des ménages. Je pense que ce jugement est un peu péremptoire. Je crains qu'il ne soit pas tout à fait vrai. Je vais essayer d'expliquer pourquoi dans un premier temps, avant de passer à la question de la façon dont les ménages perçoivent leur propre logement. Parce que la question de la spatialisation et des choix de localisation est quelque chose d'extrêmement important en termes d'orientation de la demande de logement, notamment collectif. Pourquoi c'est pas, à mon avis, aussi c'est compliqué d'inverser un phénomène comme la métropolisation? C'est qu'à la base de la métropolisation, il y a un mouvement démographique. Et la démographie, c'est le phénomène le plus puissant dans une société, c'est le phénomène le plus compliqué à inverser. La démographie, c'est le phénomène qui fait que à partir des années 70 à 80, on a eu une massification de l'enseignement supérieur dans tous les pays développés, donc avec une partie croissante de la population qui a accédé à des formations d'enseignement supérieur post-bac. Aujourd'hui, on estime qu'il y a à peu près 60% de la génération qui est post-bac qui va accéder à l'enseignement supérieur. Or, ces établissements d'enseignement supérieur étaient extrêmement concentrés, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas du tout répartis homogènement sur le territoire et très concentrés dans les grandes villes. Et donc, on a abouti progressivement à une concentration des futurs étudiants dans ces grandes villes. Une partie d'entre eux n'y sont pas restés, mais une partie importante d'entre eux y sont restés, et où ils ont constitué des familles, et ils ont créé un déséquilibre démographique extrêmement important à l'intérieur du pays. Je parle de la France, mais c'est valable dans tous les autres pays, qui fait qu'on a eu des territoires de villes moyennes ou de territoires un peu plus périphériques qui ont commencé à voir leur population vieillir, tout simplement parce que les jeunes n'étaient plus présents. Et inversement, on a vu les métropoles plutôt rajeunir. Aussi spectaculaire que ça puisse être, on a vu l'âge moyen à l'intérieur des plus grandes villes baisser, alors qu'on a vu l'âge moyen à l'intérieur des villes moyennes ou des territoires un peu plus éloignés plutôt augmenter très fortement. Et c'est ainsi qu'il y a cette statistique qui est absolument incroyable, mais alors on l'a pas à l'échelle de la France, mais à mon avis, elle est très similaire. À l'échelle du Royaume-Uni, vous aviez en 1970 un âge moyen à travers tous les territoires, la campagne, les villes moyennes, les très grandes villes, les banlieues des grandes villes, quasiment équivalent. Et vous avez eu 10 années qui se sont creusées entre les grandes villes et les territoires les plus ruraux. Et ce phénomène-là qui fait qu'aujourd'hui,
les gens qui sont en âge de faire des enfants se retrouvent dans les plus grandes villes, aboutit à une concentration des naissances dans ces très grandes villes. Je vais revenir sur la France. L'Île-de-France, 12 millions d'habitants sur 60 millions d'habitants du territoire métropolitain, donc un cinquième de la population, concentre 80% de l'excédent démographique, donc des naissances moins les décès, du territoire français. Seulement 20% de la population, mais 80% de l'excédent démographique. Donc c'est un facteur qui est extrêmement puissant, qui représente près de 110 000 naissances moins décès par an, qui représente 80% de la croissance démographique naturelle du territoire français métropolitain, qui est concentré sur ce bout de territoire. Et donc, pour inverser un phénomène de cette ampleur, il faudrait qu'il y ait des migrations absolument gigantesques. Or, quand on regarde aujourd'hui les migrations traditionnelles, avant crise, les migrations avant crise qui s'opéraient entre l'Île-de-France et d'autres territoires, essentiellement des métropoles régionales, la dizaine de métropoles régionales qui font le tour du pays, quand on regarde ces migrations, elles représentaient 22 000 ménages par an. Donc 22 000 ménages qui chaque année quittaient l'Île-de-France pour aller s'installer soit en bordure de l'Île-de-France, soit dans des métropoles régionales. Donc pour inverser un phénomène où il y a 110 000 naissances d'un côté et où on a 22 000 ménages de l'autre qui quittent le territoire, il faudrait qu'en fait on double, on triple, on quadruple le nombre de migration depuis l'Île-de-France vers d'autres territoires. Or, si la crise actuelle se traduit évidemment par des choix individuels de se relocaliser, ces décisions individuelles ne sont pas du tout du même ordre de grandeur. On est sur des décisions individuelles qui sont beaucoup moins importantes en volume. Donc, premier point que je voulais traiter avec vous, c'est comment cette crise peut affecter les décisions de localisation, les décisions de spatialisation des ménages à l'échelle du territoire. Est-ce qu'elle est susceptible de remettre en cause la concentration des populations au sein des métropoles qu'on a vécues depuis 10 ans, avec des conséquences très réelles. C'est-à-dire que cette concentration, ce retour vers le centre qu'on a vécu, s'est traduit par l'augmentation des prix de l'immobilier dans les centres urbains, avec des phénomènes d'éviction ou d'expulsion ou de gens qui se retrouvaient repoussés plus loin, voilà, avec tout un ensemble de phénomènes très, très, très puissants. Et donc, ma première, et en tout cas mon premier point de cet exposé sera de dire que même si un certain nombre de ménages ont décidé, tout simplement parce que le confinement a été extrêmement difficile, parce qu'il se situait dans des zones denses, urbaines, avec peu d'accès à l'extérieur ou pas d'accès à l'extérieur, parfois dans des logements qui étaient suroccupés, même si voilà, ces choix pourraient en perspective pousser certains d'entre eux à quitter les métropoles, on reste sur des ordres de grandeur qui sont infiniment plus petits que ce qu'est la démographie et la tendance naturelle à l'augmentation de la population dans ces territoires-là. Donc surtout ne pas croire qu'on va avoir tout d'un coup un effet de compensation de vases communicants qui ferait que, hop, on va revenir à une situation du début des années 90 ou 2000. On continue d'avoir une énorme pression démographique dans les villes où l'immobilier est le plus tendu. Premier point. Deuxième point sur la composition du bâti. On a des ménages qui effectivement ont montré, et ça il y a plein d'études qualitatives qui l'ont montré, ont exprimé des demandes très fortes d'avoir des espaces d'accès à l'extérieur, terrasse, balcon, loggia, et tout en ayant des surfaces un peu plus conséquentes. Les deux sont évidemment difficiles à concilier, parce que quand tout ça représente des coûts supplémentaires importants sur des budgets qui sont déjà extrêmement contraints. Donc, ça va pas être facilement trouvable. Et puis, on a surtout un parc ancien qui n'est pas capable de répondre à ces demandes. Donc, la solution a été, pour certains ménages, de se dire je vais aller chercher les biens qui offrent ce type de prestations, espaces extérieurs, notamment et plus grands espaces, dans d'autres régions, dans d'autres espaces.
comme je l'ai dit, c'est extrêmement compliqué. Ça a des conséquences très très fortes en termes de changement d'emploi, en termes de changement d'école et autres. Donc, c'est pas aujourd'hui une solution. En tout cas, la migration n'est pas une solution qui est capable de satisfaire à cette demande qui a été exprimée par des millions, voire des dizaines de millions de personnes qui vivent dans des espaces, dans des logements qui n'offrent pas ces prestations. Donc aujourd'hui, on a une demande qui n'est pas satisfaite et qui ne sera pas satisfaite parce qu'on n'est pas capable de la traiter à court terme. Et donc ça, c'est pour moi les deux facteurs importants de la demande de logement aujourd'hui. C'est qu'on a des gens qui vont continuer de rester principalement là où ils sont et qui ont une attente non satisfaite en termes de logement qu'ils désirent à l'avenir, avec une prise de conscience assez forte de la suroccupation des logements. Je fais un aparté peut-être rapide là-dessus, mais quand on a eu des foyers de contamination élevés ou fréquents à l'intérieur des villes, ce n'était pas tellement lié à la densité de la ville que lié à la suroccupation du logement. La nuance est de taille. Vous pouvez avoir une ville qui est très dense, mais où les bâtiments sont en hauteur, et donc avoir des surfaces privatives extrêmement importantes. À l'inverse, vous pouvez avoir une ville qui est très dense, mais où les bâtiments sont à ras du sol, type un bidonville, et donc où la surface privative par personne est extrêmement réduite. Et donc, il y a suroccupation des habitats. Et donc, aujourd'hui, ce qui a été montré, c'est que si les quartiers les plus modestes ont été plus fortement touchés par le coronavirus, c'est tout simplement parce qu'ils concentraient une plus forte partie de ménages ou d'habitats en suroccupation. Et c'était le cas à New York du Bronx, ça a été le cas en Île-de-France d'une partie de la Seine-Saint-Denis, ça a été le cas à Londres, dans les quartiers nord de Londres, où on avait non pas une question de densité, c'est pas la densité qui était accusée, mais c'était la question de la suroccupation des logements. Donc ça, c'est sur cette dimension de la demande. Sur la question de l'offre, comment face à des demandes qui ont objectivement changé, on est capable de nous adapter et d'offrir une offre qui peut répondre. Et c'est là où, en fait, on va très vite voir la tension qui est en train de s'exercer actuellement entre les deux. C'est qu'on a une offre qui n'est incapable de répondre à cette nouvelle demande à plusieurs égards. Le premier point, on a eu effectivement un très fort freinage de l'offre avant les municipales, plutôt que d'ordinaire, puisque ça a commencé parfois avant l'été 2019, parfois dès la rentrée 2019, avec un frein sur un certain nombre de la délivrance d'un certain nombre de permis ou d'autorisations d'urbanisme, qui a évidemment été prolongé pendant la durée du premier confinement, avec une instruction des services qui a été rendue compliquée, voire impossible sur certaines régions, que ce soit pour les services directement liés à la collectivité, que ce soit pour d'autres services instructeurs plutôt du ressort de l'État, ce qui plaide évidemment, on pourra ouvrir cette question-là dans les questions-réponses, mais ce qui plaide pour une digitalisation, une dématérialisation forte de la procédure d'urbanisme et une plus grande connexion automatique entre les différentes instances d'instruction. Donc, un vrai problème et un retard conjoncturel. Et puis, surtout, on a un facteur structurel qui est un facteur qui est, je pense, un facteur collectif de saturation de la construction dans les espaces urbains les plus denses aujourd'hui. Et donc, il y a un très fort rejet de la construction neuve aujourd'hui qu'on peut voir et qui a été reprise par un certain nombre d'élus. Mais encore une fois, les élus, ils représentent aussi la voix des citoyens. Donc, on peut pas dire que c'est que la faute des élus. Parfois, j'entends ce discours un peu simpliste, mais souvent, ils représentent aussi la voix de leurs électeurs. Et donc, on a aujourd'hui une véritable opposition à la construction neuve, avec la crainte de la densité. Comme j'ai déjà expliqué, il y a une confusion qui a été entretenue entre la densité et la proximité, la promiscuité, la suroccupation des logements, les deux n'ayant rien à voir. Et donc, malgré tout, la crainte que construire des bâtiments un peu plus importants
nécessairement, ça voulait dire rajouter des gens. Donc, dans un environnement de maladie, ça voulait dire rajouter potentiellement des gens qui pouvaient être susceptiblement des gens qui pouvaient contaminer. Et puis, je pense qu'il y a tout un discours autour de la capacité maximale à être un certain nombre sur une zone donnée, avec le sentiment qu'on a atteint aujourd'hui des densités plancher dans un certain nombre de zones urbaines, ce qui est faux quand on regarde l'historique. Dans beaucoup des villes aujourd'hui, on est à des niveaux de densité plus faibles que ce qu'on a connu historiquement. Alors, historiquement, c'était souvent des habitats insalubres, donc on ne peut pas toujours prendre comme référence les chiffres maximums qu'on avait au début du XXe siècle dans certaines de ces villes où il y avait des habitats ouvriers de très faible qualité. Il n'empêche qu'aujourd'hui, on a le sentiment qu'il y a cette saturation, que chaque habitant supplémentaire dans un quartier va se traduire par une augmentation des nuisances. Et à ceci, je rajoute le point très particulier des élus qui ont le sentiment que de nouvelles personnes sur leur territoire obligent, c'est pas que le sentiment, c'est la réalité, mais ont le besoin d'avoir des équipements publics collectifs afférents à leurs besoins, et que ces équipements collectifs, aujourd'hui, de nombreuses mairies, dans un contexte de raréfaction des ressources, n'ont pas les capacités financières pour les entretenir, avec un décalage entre la fiscalité, notamment tirée de l'aménagement, entre le besoin de lancer des productions d'équipements tout de suite et une perception de cette fiscalité très tardive dans le processus de récupération, qui ne permet pas, en plus, elle n'est pas complète, elle ne permet pas suffisamment de couvrir le coût de ces équipements. Et donc, il y a vraiment aujourd'hui ce freinage extrêmement fort qu'on voit s'opérer, et qui n'est pas sans poser de graves questions, puisque, comme je l'ai dit, ce serait un vœu pieux de croire que la demande va baisser en zone dense. On a une demande qui est toujours très latente, qui est toujours très importante. On a eu, dans les facteurs de la demande, il faut le citer, un freinage très fort sur la capacité des ménages à acquérir, notamment du fait de l'implémentation des directives du Haut Conseil à la stabilité financière prises en décembre, appliquées par les banques entre mars, mai et septembre de cette année, qui sont traduits par l'éviction, en tout cas l'incapacité d'un certain nombre de ménages à accéder à la propriété, notamment les plus jeunes. Il n'empêche que les zones centrales, urbaines, là où on va produire du logement collectif pour l'essentiel, les personnes qui sont situées dans ces zones sont quand même moins sévèrement touchées que dans des ménages aux revenus un peu plus modestes qu'on va retrouver dans des zones plus périphériques. Donc la demande, elle est toujours là, elle est toujours solvable encore, et donc elle ne trouve pas dans le neuf les capacités de création, d'augmentation du parc de logement au niveau où on devrait l'attendre. Et donc, tout ça se traduit par une augmentation des prix dans l'ancien, avec un report qui s'opère assez naturellement, et qui finit par renforcer le sentiment d'exclusion ou de relégation qui était déjà très fort et très prégnant avant cette crise. Donc, on a une crise qui, loin de bouleverser l'ordre établi du logement collectif, comme certains pouvaient le croire ou le penser, on a une crise qui vient plutôt à peine toucher à la demande, plutôt transformer la demande non pas de manière quantitative, mais de manière qualitative, avec là aussi une vraie réponse qui pourrait être apportée par la promotion immobilière neuve, tout simplement parce que la promotion immobilière neuve a la capacité à produire ces espaces extérieurs, que ce soit sous forme de balcon, que ce soit sous forme de terrasse, que ce soit sous forme de jardin pour des résidences mitoyennes, des maisons, les programmes de maisons mitoyennes. Donc la promotion neuve a la capacité technique et la réponse technique pour répondre à cette offre du point de vue de la qualitative, en tout cas face aux demandes qui sont exprimées. Mais aujourd'hui, elle n'a plus du tout les autorisations. Évidemment, les fonciers
mais les autorisations, ne serait-ce que le niveau d'autorisation pour produire en quantité suffisante et avec un bénéfice économique qui permette de couvrir les coûts du foncier dans beaucoup de zones. Et c'est un vrai problème, puisque de l'autre côté, on est pris en tenaille avec la volonté d'avoir une préservation d'un certain nombre d'espaces verts, en tout cas la préservation des fonciers. Et évidemment, si on ne peut ni densifier tout en ne pouvant pas prendre de nouveaux fonciers, n'étant pas des termites, on ne va pas creuser sous terre, on a quand même besoin de pouvoir produire un nombre de logements qui va correspondre aux demandes des citoyens. Et cette demande, encore une fois, elle est inchangée par la crise. Je m'arrête ici et surtout, je réponds aux questions. Merci, c'est intéressant effectivement de pouvoir échanger avec. On a quelques questions qui ont émergé sur des points liés à quelques chiffres. Ce qu'on a proposé pour ceux qui le veulent, c'est qu'effectivement les éléments seront disponibles en ligne sur l'Oiseau, et après effectivement on est contraint un peu par le format de présenter le maximum d'éléments à votre disposition en un minimum de temps. Donc on n'est pas rentré dans tous les détails, on s'en excuse, et pour ceux qui le veulent pourront prendre contact avec Virginie pour avoir plus d'éléments, bien évidemment. Donc si il y a des questions qui sont peut-être plus macro, ou certains points d'analyse que vous souhaitez aborder, vous pouvez les poser de suite. Donc juste pour rebondir en commentaire sur Denis Cagnot, sur la question effectivement des prix très vite. Et effectivement, quand on parle de propriétaire versus investisseur dans les chiffres, ça reste donc une notion de propriétaire, mais qui peut être du primo, du secondo. Et donc, en fait, on n'a pas la notion, on distingue pas le primo du secondo dans ce qu'on vous a présenté. Donc, effectivement, quand on est à 5 000 ou 7 000 euros du mètre carré, on s'adresse pas à de la primo-accession, mais on a l'information sur les logements aidés. Donc, on pourrait y revenir plus en détail pour le coup en face à face si vous le souhaitez. Voilà. Est-ce que vous avez des questions peut-être pour Robin sur son discours et son position, sur ses explications et sur la nouvelle vision qu'on peut avoir sur le logement? Donc moi j'en avais une, Robin. Est-ce que du coup tu crois dans l'évolution qu'on a donc principalement dans les grandes agglomérations? Est-ce que tu crois à la pérennité de tous les nouveaux dispositifs sur la réinvention du bureau par le co-living, la réinvention du logement par le coworking, la réinvention du logement par le co-living, ou est-ce que c'est un effet de mode? Et est-ce que là-dessus on va vers des modes de vie un peu différents, qui sont un peu hybrides, qui mêle le bureau, enfin le travail et sa vie privée? Je pense que là aussi, la crise a accéléré un mouvement, mais qui était très présent déjà dans l'immobilier depuis quelques années, qui est celui d'une plus grande mixité des usages. Le temps de la fonctionnalité des bâtiments est relativement passé. C'est pas nouveau. La crise ne rend pas ça nouveau, mais elle l'accélère avec aujourd'hui une transformation de nos modes de travail, une capacité à avoir des lieux de travail qui sont beaucoup plus protéiformes, et donc on peut travailler depuis chez soi, on va travailler au bureau en tant que tel, ou en tout cas à l'endroit qui nous rattache à son entreprise. On va aussi aller dans des salles de réunion ou des endroits qui vont permettre de créer de l'émulation collective un peu plus large. Nous, moi, en tout cas, à titre personnel, je suis pleinement convaincu de ça, à tel point qu'on a fait une stratégie d'investissement extrêmement forte. On est investisseur dans 2 opérateurs de co-living, on est investisseur dans un opérateur de co-meeting, donc de salles de réunion. Donc on est pleinement engagé dans cette transformation de l'immobilier, cette mixité des usages. Après, encore une fois, il faut aussi savoir mettre des chiffres sur les mouvements. Moi, c'est toujours ça que j'essaie de faire, c'est de donner la bonne échelle des choses. Aujourd'hui, le co-living, ça reflète un véritable mode de vie pour un certain nombre de personnes, qui est la capacité de se dire qu'on va décroître un petit peu, on va faire un effort sur les surfaces privatives pour partager des surfaces communes qui vont permettre d'avoir accès à des services auxquels on n'aurait pas accès en étant seul dans un appartement, tout en ayant une offre qui va comprendre l'intégralité des prestations de l'appartement jusqu'à des services très poussés, que ce soit l'accès à une salle de sport, que ce soit la prestation de ménage, de linge, et ainsi de suite. Pour l'instant,
ça reste un usage quand on le regarde aux dizaines de millions de Français qui sont propriétaires, occupants ou locataires dans des appartements classiques. Le co-living, ça reste un usage microscopique. On parle de quelques milliers d'individus à l'échelle du pays. Donc, ça reflète une véritable mode, une tendance extrêmement lourde, extrêmement forte, mais on est au début d'un mouvement et ça ne doit pas nous faire oublier la réalité qu'il y a encore des millions, voire des dizaines de millions de gens qui ne vivent pas avec ces services-là, même si je pense que c'est des services qu'on peut s'attendre à voir se généraliser dans les prochaines années. Et je pense que l'arrivée sur le marché résidentiel des grandes foncières, en tout cas le retour des institutionnels sur ce marché-là, dessine un petit peu aussi le retour d'un immobilier beaucoup plus serviciel, avec l'intégration d'un certain nombre d'éléments de service qu'on avait, qui n'étaient pas présents dans les dernières années. On a une autre question donc de Denis Cagnot. Merci d'ailleurs pour sa dynamique et sa présence. La question de l'acceptabilité sociale de la construction neuve repose aussi sur l'accessibilité sociale au logement. Quelle réflexion cela vous inspire-t-il? L'acceptabilité sociale de la construction neuve repose aussi sur l'acceptabilité sociale au logement. L'accessibilité, sociale au logement. Ah oui. Oui, bien sûr. C'est justement en fait là où le bas blesse aujourd'hui, c'est que on est en train on produit beaucoup moins de logements là où il y a des besoins qui sont encore immenses. Forcément, ça veut dire que les prix de sortie de ces logements sur ces opérations où on contraint quelque part la taille des opérations, les prix de sortie sont nécessairement plus élevés. La seule façon aujourd'hui de jouer de manière forte sur le prix de sortie, si on ne veut pas dégrader la qualité de la construction, et je pense que c'est le souhait de personne, c'est de pouvoir multiplier le nombre de logements sur une même parcelle pour partager, mutualiser la charge foncière à plusieurs logements. Et donc aujourd'hui, en fait, on est dans un cercle vicieux qui fait que les opérations sont contraintes, on sort des logements plus chers, et donc évidemment, les gens peuvent dire, mais en fait, ces opérations ne sont que pour quelques happy few, quelques privilégiés, et donc on ne va clairement pas accorder les permis. Or, aujourd'hui, la réalité, c'est qu'il faudrait sortir de ce cercle vicieux en disant qu'au contraire, faire des programmes d'ampleur qui ont de la densité, c'est partager la charge foncière à plusieurs, c'est créer de nouveau des logements qui sont plus abordables, et c'est refaire de la ville accessible à tous, qui a été l'un des titres de mes derniers ouvrages, La ville pour tous, qui visait à expliquer comment justement, en cassant la logique de la raréfaction du nombre de logements, on est capable de recréer aussi de l'acceptabilité en faveur de la construction neuve. Alors après, on a un commentaire, mais je ne sais pas si c'est une question, Nathalie Froment, si vous pouvez la reformuler parce que c'est pas très clair. Et après, donc on a Nicolas Zachello, une question sur la prise en compte architecturale dans les programmes permettant de proposer des logements intégrant les besoins d'extérieur et travailler sur la densité attrayante. Donc c'est peut-être l'acceptabilité de la densité. Comment est-ce que l'architecture peut aider à l'acceptabilité des programmes? Le neuf a des réponses là-dessus. On a un certain nombre de promoteurs qui ont pris des engagements forts pour aujourd'hui doter l'intégralité de leur logement d'un espace extérieur, que ce soit un jardin ou un balcon ou des terrasses communes. Aujourd'hui, on ne peut pas faire ça dans l'ancien. On ne peut pas rétrofiter l'ancien pour faire en sorte qu'il bénéficie de ces équipements. Le neuf, aujourd'hui, a la capacité de répondre à une demande qui est profonde, qui est légitime, qui est pas totalement neuve, mais qui date déjà de quelques années, mais dont les gens se sont rendus compte qu'elle était absolument nécessaire, qui est d'avoir accès à l'extérieur depuis leur logement. Et donc, je pense que le neuf en lui-même contient la réponse à ça. Alors évidemment, parfois, certains programmes sont un peu, non pas ces caractéristiques-là, mais je pense que le fait que certains promoteurs aient pris l'engagement de le généraliser à tous leurs programmes, que certaines mairies le demandent de manière obligatoire, permet de répondre à cette question-là. Et je pense également qu'on a un chantier à ouvrir sur la maison mitoyenne. J'en ai déjà parlé, mais vous allez aux Pays-Bas, vous allez au Royaume-Uni, qui sont des pays extrêmement denses, où il n'y a pas de place pour construire. C'est des pays qui sont aujourd'hui à 60% d'habitat individuel, parce qu'ils ont des logiques de construction de maisons avec des espaces extérieurs très limités, avec des murs qui sont partagés, mais qui créent aussi la possibilité pour chacun d'avoir accès à l'extérieur. Robin, moi j'avais une autre question. Après, du coup, les autres questions peuvent arriver en cours de route, n'hésitez pas.
Mais j'avais une autre question, savoir selon toi, pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu assez d'assistance sur les dispositifs d'aide au logement neuf, que ce soit le prêt au zéro, mais que ce soit aussi le Pinel, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui, la tendance, les aides qui ont été apportées dans le dispositif de relance sont quand même assez faibles en investissement et en mobilisation pour l'État versus la réhabilitation. Et pourquoi est-ce que du coup, aujourd'hui, on ne pousse pas plus sur des dispositifs, d'ailleurs pour aller sur l'accession abordable, hein, mais pour aider à le réaliser de façon plus incitative? Alors, effectivement, on peut déplorer qu'il n'y ait pas suffisamment de dispositifs de soutien à la demande. Encore une fois, moi, je pense que la demande, elle est très présente. Et donc, je pense qu'il faudrait plutôt des dispositifs de soutien à l'offre. Et je milite pour qu'on ait une véritable politique sur ce qu'on a appelé dans la loi Duflot, pardon, la loi mise en place par la ministre Pinel, qui permettait d'avoir ce qu'on appelait la prime aux maires bâtisseurs. Une prime aux maires bâtisseurs qui, aujourd'hui, malheureusement, est d'un montant qui est trop symbolique pour réellement déclencher une volonté des autorités locales de pousser à plus de programmes. Mais cette prime aux maires bâtisseurs, 1 500 euros, est censée pousser ou faciliter la programmation neuve. Moi, je suis persuadé que si on pouvait augmenter significativement cette aide, et en plus, c'est pas une aide qui, en plus, comment dire, là où on peut craindre parfois que les aides à l'offre ou aux acheteurs se traduisent par des effets d'aubaine, là, on sait qu'il n'y aura pas d'effet d'aubaine, puisque l'argent retombe à la collectivité qui va l'utiliser pour le bien commun de sa collectivité. Donc, on a aujourd'hui une obligation, quelque part, de muscler, de renforcer ce dispositif d'aide aux maires bâtisseurs qui en ont besoin. Parce que, comme je l'ai dit, la construction neuve, ça se traduit par des coûts pour eux qui sont non négligeables et que si on veut les inciter à parfois aller contre l'avis de leurs concitoyens et l'avis des administrés pour passer des décisions d'urbanisme, il faut qu'il y ait une sorte de carotte fiscale. Et je pense que cette aide aux maires bâtisseurs est indispensable. Je pense aussi que le versement pour sous-densité, qui est un dispositif maintenant assez ancien, mais qui a été très mal utilisé, devrait être musclé et qui doit permettre aussi, là encore, d'avoir des programmes avec une plus forte ambition de densité, parce que contrairement à ce qui a pu être dit à de multiples endroits, la densité n'a pas poussé à la propagation du virus. C'est le mal logement qui a conduit à la propagation du virus, et la seule façon de résoudre le mal logement, c'est de construire du logement neuf. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En tout cas, on vous remercie. Ouais, c'est continué à être dynamique. On vous remercie. Robin Rivaton. On vous remercie parce que ça fait plaisir de pouvoir échanger, même si c'est que virtuel. Bon, si vous n'avez pas d'autres questions, on vous remercie vraiment beaucoup. Et Robin, on te remercie beaucoup pour cet éclairage. Et merci donc pour les échanges. Et comme je vous le disais, les éléments seront disponibles sur le site, ainsi que la retranscription de la vidéo. Donc, n'hésitez pas aussi à la partager. Ça fait vivre aussi l'association. Et on se revoit donc pour vous présenter en 2021 des chiffres sur cette fin d'année. Et donc, on pourra vous dire si les tendances envisagées ont été maintenues et si on est dans un climat qui est plus favorable ou au contraire qui s'est un peu détérioré. Merci à tous et à très bientôt.